Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Le journal. Tout de suite, le journal. Le journal. Toutes nos excuses interrompues pour un petit problème technique. Nous y voilà, les journaux de la mi-journée, dimanche 1er mars 2026, première journée du mois consacré à la femme. La RTNC annonce les couleurs. Plusieurs productions seront au rendez-vous des reportages, dossiers, chroniques, portraits, parcours, autant de rubriques qui vont alimenter nos éditions des journaux. Assuré également dans ces journaux, c'est confirmé, le guide suprême iranien a passé l'arme à gauche après les opérations militaires américano-iraniennes frappant au cœur de Téhéran. Juste après ces bombardements dans sa résidence, la Maison-Blanche a revendiqué les décès des ayatollahs le samedi avec 40 hauts gradés du régime auquel ils ont promis des châtiments sévères. Assurent également dans ces journaux. La 1er mars, journée dédiée à la protection civile en République démocratique du Congo. Le message du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, appelle les Congolais à une mobilisation collective, à la culture de prévention et à une discipline communautaire constante. Nous vous proposerons également des grands reportages sur l'impact de la coupure intempestive de l'électricité dans les ménages en République démocratique du Congo. Mais avant tout, ouvrons notre page actualité. Midi actualité du dimanche, bienvenue à tous. Cérémonie annuelle d'échange de vues à la Fédération des entreprises au Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo propose un pacte pour les secteurs privés dans lesquels l'État s'engage à améliorer les climats des affaires et les entreprises privées à leur tour devraient s'engager à investir, créer des emplois, innover, formaliser et faire de la bonne gouvernance une force compétitive. D'autres détails dans ce reportage. Au milieu du patronat congolais, ce samedi 28 février 2026, dans cette salle huppée du fleuve Congo-Tel, le président de la République, invité d'honneur de la cérémonie annuelle d'échange de vœux de la Fédération des entreprises du Congo FEC, vient par sa présence marquer son soutien au développement harmonieux et prospère du secteur privé et de l'entrepreneuriat en RDC. Dans son discours des circonstances, le président de la Fédération des entreprises du Congo s'est avant tout réjoui de la présence du chef de l'État à cette rencontre. Tout en reconnaissant les efforts du gouvernement dans l'assainissement du climat des affaires, Robert Malumba a étalé les difficultés auxquelles, selon lui, font face les entreprises privées, parmi lesquelles les fiscalités jugées punitives. En réponse aux vœux de la FEC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours, insistait sur sa volonté d'initier un dialogue public-privé structuré, franc et orienté vers des résultats. Le chef de l'État a en outre rappelé une orientation stratégique constante qu'il porte dans chacun de ses échanges avec ses partenaires. Les grands projets doivent devenir des accélérateurs de contenu local et non des îlots d'activités sans retombées durables pour l'économie nationale. Pour tout dire, le premier citoyen du pays a proposé un pacte entre l'État et les secteurs privés. Le pacte que je propose est suffisamment clair. L'État s'engage à améliorer le climat des affaires, à simplifier, à digitaliser, à sécuriser et à combattre la corruption. À son tour, le secteur privé devrait s'engager à investir, à créer des emplois, à innover, à se formaliser, à respecter les règles et à faire de la gouvernance une force de compétitivité. Ainsi,
Ensemble, main dans la main, nous bâtirons une économie plus compétitive, plus inclusive et plus résiliente, une économie qui ne laisse pas la jeunesse au bord de la route et qui transforme la richesse nationale en prospérité partagée. Comme tout invité d'honneur, le chef d'État a reçu de la fête un présent. Il s'agit d'une œuvre d'art en bronze pour saluer ses efforts et sa volonté de réformer le climat des affaires en RDC. Il faut préciser que c'est autour du thème climat des affaires, pilier d'une économie compétitive, formelle et inclusive, que s'est tenue la cérémonie du jour. Ils sont au nombre de 3, les nouveaux membres de la Cour des comptes qui ont prêté serment devant la nation. Une audience solennelle a été organisée au Palais de la Nation en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui devant le corps constitué du pays a pris acte de serment d'un procureur général, du président de chambre et d'un conseiller maître. D'autres détails dans ce reportage. C'est dans la salle des congrès du Palais de la Nation, chargée de symboles et d'histoire, que les hauts magistrats de la Cour des comptes ont choisi de tenir leur audience solennelle et foraine consacrée à la prestation des serments du procureur général près cette juridiction et des 2 hauts magistrats. Conformément à la Constitution, le procureur général, le président de chambre et le conseiller maître ont prêté leur serment devant le président de la République en sa qualité de magistrat suprême. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près la Cour des comptes. Mes très sincères félicitations. En acceptant leur serment, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a chargé les assermentés à plus de rigueur et de responsabilité dans le contrôle des finances de l'État. Guy Chipaka Mulumba, 56 ans, est désormais le nouveau procureur général près la Cour des comptes. À ce titre, il va représenter le ministère public dans la recherche et la répression des fautes de gestion. Nommé le 28 octobre 2025, il est promu à cette fonction après une brillante carrière au sein de cette juridiction financière de contrôle. Les magistrats Rigo Takamba Kimodi et Richard Bonganza Basaka, nommés aussi le 28 octobre 2025, respectivement président de chambre et conseiller maître au sein de cette juridiction financière, ont aussi pris l'engagement devant le magistrat suprême de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui leur sont confiées. La Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics en République démocratique du Congo. Elle est une juridiction financière ayant compétence sur toute l'étendue du territoire national. Traversons le fleuve Congo pour se rendre au Congo-Brazzaville pour parler du début de la campagne pour les élections présidentielles en République du Congo. Les coins ainsi donnés, 7 candidats vont devoir s'affronter pour briguer les mandats des 5 prochaines années à la tête de ces pays. Parmi les candidats en lice, Denis Sassou Nguesso, candidat à sa propre succession. D'autres détails avec nos correspondants sur place. Denis Sassou Nguesso, président sortant et candidat aux élections présidentielles de mars 2026, a ouvert ses campagnes par l'encouragement et l'engagement envers les jeunes avec son projet de société Accélérons la marche vers le développement. Un projet qui regroupe 10 axes prioritaires, à savoir la mobilisation des ressources financières publiques, l'accroissement d'investissements dans le capital humain, la redynamisation de l'économie nationale, la priorisation de l'agriculture et de l'industrie, le renouvellement de la lutte contre le comportement et déviation des agents de l'État, la création des emplois à travers le pays, surtout pour les jeunes, la poursuite du déploiement des infrastructures de base, la promotion de la recherche scientifique et innovation technologique, l'approfondissement des droits sociaux, la préservation d'un environnement sain.
devant une grande foule compacte venue accompagner le candidat numéro 7 qui a dévoilé ses axes prioritaires de son programme d'action quinquennale. Denis Sassou Nguesso a appelé la population en général et les jeunes en particulier de se former car la génération actuelle est prête à céder et à relayer le pouvoir pour un Congo uni, sécurisé et en paix. Nous autres avions été aussi jeunes comme vous et nous avons suivi les anciens, nous les avons encouragés et notre tour est arrivé et nous poursuivons la marche. Voilà pourquoi je demande à la jeunesse congolaise d'engager dans ce mouvement d'accélération de la marche de notre pays vers le développement. Rappelons que ce lancement inaugural s'est déroulé au rond-point Lumumba dans la ville océane. Selon le candidat, le choix de Pointe-Noire est stratégique pour des raisons de développement de ce département. Et Jetia, correspondante RTNC, Pointe-Noire. Et le 1er mars, le monde célèbre la journée mondiale de la protection civile placée sous le thème « Gérer les risques environnementaux pour un avenir résilient et durable » à travers son message à la nation congolaise. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani, exprime sa compassion aux Congolais victimes des catastrophes. Selon lui, le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'Intérieur, investit dans des actions anticipatives, une réponse efficace à ces catastrophes. Jacquemain Chabani appelle à une mobilisation collective, à la culture de prévention et à la discipline communautaire constante. Je vous propose cet extrait de son message. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, chaque 1er mars, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la protection civile. En cette circonstance solennelle, qu'il me soit permis d'exprimer au nom du gouvernement de la République toute ma compassion et ma solidarité à l'endroit de nos compatriotes victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine qui ont endeuillé et affecté plusieurs de nos communautés. Face à la recrudescence des inondations, des érosions, des glissements de terrain et d'autres aléas, dans un contexte de vulnérabilité sociale et humanitaire persistante, la protection civile demeure un pilier fondamental de la sécurité nationale et du développement durable. Sous le leadership éclairé de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, sous la coordination de son Excellence Mme Judith Suminwa Tuluka, première ministre et chef du gouvernement, notre pays poursuit résolument les efforts et les actions visant à réduire l'exposition de nos populations aux risques environnementaux et à renforcer leur résilience. Chers compatriotes, la protection civile est l'affaire de tous. Elle appelle à une mobilisation collective, à une culture de prévention, à une discipline communautaire constante. Comme le dit si bien l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. En cette journée mondiale de la protection civile, j'en appelle à un sursaut national de responsabilité pour bâtir ensemble une République plus sûre, plus résiliente et plus durable. Ouvrons notre rubrique rétrospective séjournant à Kinshasa dans le cadre de consultations régies. Nsondé, administrateur du Fonds monétaire international représentant 17 pays africains, a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a également au cours de cette semaine présidé la 70e réunion ordinaire du Conseil des ministres dans ses condensés des activités du chef de l'État, un tête-à-tête. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale. Le résumé avec Pierre Kibambesso Moïsa. En marge des travaux de l'Association de banques centrales africaines à Kinshasa,
Le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale et président en exercice de cette association, Yvon Sana, a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont été axés sur la situation et les perspectives économiques de la sous-région d'Afrique centrale. Faisant le rapport des travaux de Kinshasa, les hauts fonctionnaires centrafricains a indiqué que les participants se sont apaisantis notamment sur la recherche de voies et moyens pour les banques d'Afrique centrale de sortir de la forte dépendance des matières premières. Le président de l'Association des banques centrales africaines a présenté au chef de l'État le projet structurant phare de l'association visant la création au cours de l'année 2026 en cours de l'Institut monétaire africain qui sera le laboratoire précurseur de la Banque centrale africaine et qui aura pour vocation de mener des études d'harmonisation de la politique monétaire de l'ensemble des banques centrales africaines. Séjournant à Kinshasa dans le cadre des consultations régulières, Régis Sondé, administrateur du Fonds monétaire international, a eu aussi des entretiens à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Régis Sondé est administrateur du Fonds monétaire international, représentant 17 pays africains, principalement de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Il était accompagné du professeur Jefte Nsumbu, cadre de la Banque centrale du Congo, administrateur suppléant du FMI, appelé à remplacer Matungu Lumbuyam comme administrateur titulaire du groupe Afrique du Fonds monétaire international. Le vendredi, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé à la Cité de l'Union africaine la 80e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs dossiers ont été soumis à l'examen et la délibération du Conseil, notamment la situation sécuritaire, la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, le lancement du programme régional d'appui au développement des infrastructures et de valorisation des ressources en eau transfrontalière entre la RCA et la République démocratique du Congo. La situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, également au tiers de la 61e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Dans la rétrospective de la semaine, on parle également de la pose de la première pierre pour le début des travaux de la construction des cliniques universitaires de l'Université Congo par la première ministre Judith Suminwa. Le résumé avec Mami Kadima. Plusieurs faits ont marqué la semaine qui s'achève, entre autres ces drames survenus à Kisanso. Un homme d'une trentaine d'années a été arrêté pour avoir tué sa mère, démembré son corps et conservé les restes dans un congélateur. Le suspect serait un ancien expulsé d'Europe et a reconnu les faits lors de son interpellation. Le verdict est tombé. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Matete, séjourne en audience foraine dans la commune de Kisanso, condamne Josué Kaniki Kasongo à la peine capitale. Toujours en justice, il y a eu clôture des formations initiales de nouveaux magistrats organisées par le Conseil supérieur de la magistrature. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités du système judiciaire congolais. Elle vise à doter les nouveaux magistrats des compétences juridiques et déontologiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans un contexte marqué par les réformes engagées au sein de l'appareil judiciaire. En santé, 130 détenus atteints de choléra et mis en quarantaine dans la prison centrale de Makala. L'Institut national de santé publique a procédé à la remise des kits sanitaires composés de médicaments et d'intrants essentiels dans le cadre de la lutte contre le choléra. Et puis la RDC et les USA ont signé un mémorandum d'entente dans les domaines de la santé. Dans le cadre de leur partenariat bilatéral, l'accord a été conclu jeudi à la primature par la Première ministre et l'ambassadeur des États-Unis. L'objectif est d'améliorer l'accès aux soins ainsi que la préparation, la détention et la réponse aux urgences sanitaires en RDC. Pose de la première pierre des cliniques universitaires de l'Université du Congo central par la Première ministre. Cet acte marque ainsi le début de travaux de ce qui s'annonce comme l'un des plus ambitieux projets hospitalo-universitaires du Congo central.
Environ 9 millions de dollars permettront aux étudiants en médecine de bénéficier d'un cadre de stage pratique répondant aux normes internationales tout en offrant aux populations locales un accès à des soins spécialisés. Toujours en semaine, la voix de la RDC s'est fait entendre avec force et clarté à la 61e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. La RDC a lancé un plaidoyer urgent pour que les mécanismes internationaux de protection des droits humains passent enfin de résolution à l'action concrète, particulièrement dans l'est du pays, en proie à une violence persistante. Sur le plan sécuritaire, la RDC a rouvert officiellement le poste frontalier à Uvira au Sud Kivu, marquant la reprise des échanges avec les Burundis après presque 2 mois de suspension. Toujours sur le plan sécuritaire, le président de l'Assemblée nationale a lancé en semaine un forum provincial de paix à Béni consacré à la lutte contre les ADF. La cérémonie s'est tenue en présence des autorités provinciales, des partenaires internationaux et des représentants de la société civile. Ces forums visent à analyser les causes profondes des persistances des ADF, à renforcer la coordination sécuritaire, à proposer des solutions durables pour la protection des civils et le retour de la stabilité dans l'est du pays. La situation s'est rétablie sur la route Selembao après évacuation d'un camion accidenté il y a de cela quelques jours, qui gênait la circulation et constituait un obstacle et un danger supplémentaire pour les automobiles. Terminons cette rétrospective par cette triste nouvelle. L'univers de la presse en deuil. Jean-Pierre Ndolo Demazou, figure emblématique de la revue de presse à la RTNC, n'est plus. Il a tiré sa révérence le lundi 24 février 2026 des suites d'une maladie à l'hôpital du Cinquantenaire. À Kinshasa, la SNEL fait face à une forte demande en électricité, une situation causée notamment par la croissance démographique et la multiplication de construction des maisons en étage, mettant les réseaux sous pression entre difficultés d'approvisionnement et pistes de solutions. Ces grands reportages fait le point d'auto Célestine Sumbo, Mireille Kumbo et Igo Manzaro. Desservir les grandes villes comme Kinshasa en électricité reste un défi majeur pour la Société nationale d'électricité, SNEL SA, qui doit adapter son réseau de distribution aux réalités actuelles. Avec une démographie en croissance, le besoin énergétique augmente et les nouveaux abonnés doivent être pris en compte pour une bonne équilibre. C'est la SNEL aussi de constater qu'il y a beaucoup de bévues. La vente des parcelles. Quand la vente de ces parcelles-là s'est faite, il y a un constat aussi de tous les agents de l'État doivent être là. Est-ce que est-il bien vendu? On avait autant de kilowatts, si c'est 50 kilowatts, maintenant nous sommes au-delà, nous sommes à 97 par exemple. C'est dans ce sens-là. Le boom immobilier causé par le morcellement des parcelles dans plusieurs quartiers de la capitale ne facilite pas l'accès à l'électricité pour tous. Ainsi, une seule parcelle peut faire place à plusieurs appartements de R+2, +4, voire +8 ou 10 à usage domestique ou commercial. Ce sont donc des charges supplémentaires pour des réseaux électriques. Le vrai problème, c'est celui-là. La SNEL devait suivre. Mais aussi, il y a la norme urbanistique qui, en principe, prévoit pour les différents quartiers. Je prends un exemple. Si vous voyez les habitations à Gombe, par exemple, vous verrez que la plupart d'habitations étaient des habitations basses. Mais malheureusement, avec la demande en bâtiment, il y a des gens qui montent. Donc, en termes de consommation, la SNEL doit suivre. Malheureusement, ça ne suit pas. Et les conséquences, c'est que vous avez des bâtiments qui ont des difficultés en charge. Vous avez des chutes de tension chaque fois. Le résultat est visible. Baisse des tensions, coupures répétitives et intempestives, installations fragilisées et parfois des incidents techniques. Insécurité, Koulouna, n'en parlons même pas. Quelle solution pour la SNEL SA face à ces défis structurels? Il est impérieux qu'il adapte son réseau à une urbanisation planifiée et à augmentation exponentielle des besoins énergétiques.
sans mise à jour des capacités de distribution ni contrôle strict des raccordements, l'équilibre entre l'offre et la demande devient difficile à maintenir. Autre piste de solution. Mais si moi je dois donner un conseil à la SNEL, c'est de prévoir, d'anticiper et de ne pas subir. Mais à cet état de choses, il faudrait qu'il fasse vraiment un état des lieux, secteur par secteur, quartier par quartier, pour savoir quels sont les vrais problèmes. Est-ce que c'est le problème de la cabine qui n'est plus capable de supporter la charge de tous les bâtiments qui sont raccordés? Est-ce que c'est le câble? Est-ce que c'est la population qui est raccordée d'une manière frauduleuse? Vous voyez, s'il fait un état des lieux quartier par quartier, il peut savoir comment intervenir pour chaque quartier. La planification des extensions urbaines en tenant compte des capacités énergétiques, la sensibilisation de la population sur l'usage rationnel de l'électricité, l'encadrement strict des raccordements et des nouvelles constructions. L'électricité étant un pilier du développement, la coordination entre la SNEL, les autorités urbaines et les citoyens devient indispensable pour garantir un approvisionnement stable et sécurisé face à une demande de plus en plus forte. Dans la capitale congolaise, la situation de la desserte électrique est marquée par une instabilité chronique, souvent qualifiée des phénomènes de délestage. Les petites entreprises, les terrasses et autres desservis connaissent un impact négatif, forçant le ménage à des dépenses supplémentaires en carburant ou en solaire. Un dossier signé Mamika Dima. Kinshasa, dès la tombée de la nuit, révèle ses contraintes. Certains quartiers plongent dans le noir tandis que d'autres bénéficient du courant électrique fourni par la Société nationale d'électricité. Il y a quelques décennies encore, 18 heures signifiait l'allumage de l'éclairage public. Aujourd'hui, 7 heures riment davantage avec l'obscurité et le bourdonnement des groupes électrogènes. Imaginez même la chemise que je suis en train de porter, je ne sais pas comment est-ce que je pouvais me promener, comment est-ce que je pouvais aller dans des audiences, parce que je ne sais même pas là où je vis la lumière pour même repasser, je ne sais même pas parce que vous voyez même les powerbanks. Nous sommes en train de nous promener avec les powerbanks comme les batteries à tout moment parce qu'il y a ce problème du courant. Vous serez face à un problème limité d'avoir la charge. Et même la télévision pour suivre même la campagne, la vision du chef de l'État, on n'a pas les moyens parce qu'il y a ces problèmes du courant qui commencent aujourd'hui à déranger et je vous dis, ça ne va pas par là. Les délestages ainsi que des coupures d'électricité qui peut durer 1 à 2 jours. Une réalité qui bouleverse les quotidiens des Quinois et des Quinoises. Je peux vous montrer ici à la maison chez moi, il y a toute une litanie de factures de la SNEL qui sont demandées à tout moment. Et puis d'ailleurs, vous imaginez, lorsqu'ils sont en train de chercher les mois pour vous demander la facture de manière contenable, on commence à faire des campagnes. Et sur le foot de vous imaginez, ça fait une sorte de menace. On nous menace pendant qu'il y a des courants que nous ne consommons pas. On est en train de menacer la population, il faut payer la facture. Mais nous allons payer quoi et qu'est-ce que nous avons consommé pour payer? Ces défis énergétiques affectent non seulement les commerces, mais aussi les budgets de nombreux ménages. Nous sommes obligés de mettre du carburant dans le groupe électrogène pour pouvoir alimenter le congélateur, pour que la nourriture ne puisse pas s'abîmer. Donc c'est vraiment une hausse du budget et je pense que si la SNEL s'occupe de l'électricité et s'occupe de nous comme il se doit, je ne pense pas que nous serons obligés d'aller au-delà de ce que nous avons prévu dans notre budget du mois. Dans certaines communes, l'absence de courant est même à l'origine d'une insécurité grandissante. Au-delà de ce manque d'électricité, s'engendre, comme il fallait s'y attendre ou ne pas s'y attendre, le problème d'insécurité grandissante. Le fait d'abord de manquer d'électricité la nuit, le jour nous pouvons encore comprendre, mais quand cela devrait arriver la nuit, ouvre une grande brèche au banditisme. Plusieurs familles sont victimes dans la commune de Mongafula, partant des quartiers Mamayemo, quartier Mazamba, quartier Bianda, quartier Kimwenza. Il ne se passe pas un seul jour que nous n'ayons enregistré de cas de vol à main armée, de cas de pillage, de cas de viol
dans diverses résidences. En 2019, le taux de dessert en électricité était de 9%. En 2025, il atteint 21,5% sur l'ensemble du pays. Une progression rendue possible grâce à de nouvelles infrastructures. Mais malgré cette amélioration, l'électricité demeure un luxe pour une grande partie des Congolais et plus particulièrement pour les habitants de Kinshasa. Dans le cadre de la modernisation des institutions de la République, le Parlement congolais poursuit les renforcements de capacité de son administration. Pendant 5 jours, les fonctionnaires de l'Assemblée nationale et du Sénat ont bénéficié d'une formation organisée avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie en vue d'améliorer la qualité et l'efficacité du travail parlementaire au service de la nation. Tété Bungunja. Pendant 5 jours, les fonctionnaires de l'Assemblée nationale et du Sénat ont bénéficié d'une formation de haut niveau organisée avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie autour de la légistique, des actes non législatifs et de l'organisation du travail parlementaire. Objectif, moderniser l'administration parlementaire et améliorer la qualité des textes soumis aux élus. À travers les modules consacrés à la technique de rédaction des lois, à la structuration des textes, à la cohérence de l'ordonnancement juridique et à l'évaluation de l'impact des lois, nous avions consolidé des compétences qui sont au cœur même de notre mission. J'ai cité assister les députés et les sénateurs dans l'élaboration des lois pertinentes, applicables et conformes aux standards internationaux. Le secrétaire général du Sénat a salué une initiative stratégique pour un Parlement plus performant, mieux structuré et davantage tourné vers les citoyens. Grâce aux échanges très fructueux et très riches que nous avons eus et dès le début du premier module, nous avons pu non seulement, moi j'ai pu vous informer, vous former, mais on s'est formé de manière réciproque parce que avec la grande qualité des questions, j'ai pu vous apporter des éclaircissements et surtout... Les brevets ont été remis aux participants en présence des représentants des présidents des 2 chambres et des partenaires de l'APF. Une étape supplémentaire dans la dynamique de modernisation du Parlement congolais. Au total, 600 femmes entrepreneurs ont bénéficié d'un financement de la France à travers l'Agence française de développement pour renforcer leurs activités, une démarche rendue possible grâce au projet. Pour elles, c'est au terme d'un atelier de formation de 2 jours à l'endroit de ces femmes entrepreneurs. Le commentaire dans ce reportage. Ces travaux de 2 jours ont reposé sur les perspectives de renforcer le leadership économique de la femme congolaise et son apport dans le processus du développement dans sa communauté. C'est à travers le programme Pour elle. Donc le projet, comme je pense que vous le savez maintenant, c'est un projet qui vise à accompagner 1200 femmes en RDC dans 3 zones. Aujourd'hui, le fait de réunir les entrepreneurs du projet, principalement celle de Kinshasa qui quitte, est un grand plaisir pour nous. Déjà de pouvoir voir le fruit de cet accompagnement, de voir les femmes, on les a vues grandir, que ce soit par rapport à leurs produits, que ce soit par rapport à la confiance en soi, mais également de voir parfois le fruit des financements qu'elles ont obtenus. Les parties prenantes se sont constituées en panel avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment la France par l'Agence française de développement. Ces assises ont permis de former, équiper et accompagner les femmes dans le développement de leurs entreprises. Ce projet vise grâce à des incubateurs, à des structures d'accompagnement, d'intégrer des approches qui sont dédiées à accompagner l'entrepreneuriat féminin et de faire ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Et je pense que c'est 600 femmes qui ont été accompagnées à Kinshasa, à Kikwit et à Bukavu, ont obtenu des résultats importants, une augmentation de leur chiffre d'affaires, des emplois créés, des nouveaux marchés qui ont été créés, une qualité de produits qui s'améliore et donc des perspectives importantes. Et ce sont maintenant des vrais chefs d'entreprise. L'accompagnement des structures telles que Microdev, RDCED, Pull Up ainsi que Silicon Village et Ingenious City était d'une importance capitale dans cette initiative de faire de la femme congolaise actrice majeure de croissance économique, d'innovation et de transformation sociale en RDC. Des réflexions sur l'amélioration des télécommunications et du numérique ont permis aux participants au cours des travaux organisés à Kinshasa d'analyser et de valider les rapports sur l'amélioration de la gouvernance dans les secteurs des communications et du numérique en République démocratique du Congo. Émilie Kaïndo pour les reportages. Les parties prenantes à ces assises ont examiné les modalités opérationnelles et les cadres réglementaires de l'interconnexion, à l'accès, au partage des infrastructures numériques, au découpage de la boucle locale et à l'itinérance nationale du fibre optique
en République démocratique du Congo. Avec l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement entend améliorer les secteurs des télécommunications et du numérique dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport électronique. Ce projet PACT porte sur l'assistance technique à l'SPT, l'ARPTC et la SOCOF dans la restauration de l'audit financier, l'opérationnalisation et la formation avec l'octroi des équipements, ainsi que dans la mission de supervision des travaux de pose de fourreaux le long des routes. Ces seconds ateliers s'inscrivent donc dans un contexte de restitution et de consolidation des travaux effectués en commission par toutes les parties prenantes pour leur validation finale. Il vise à trouver un consensus entre la partie gouvernementale et le secteur privé autour des projets de loi sur le partage des infrastructures de télécommunications et de l'itinérance nationale, la revue et la validation des rapports partiels sur l'étude de la fiscalité des télécommunications et du numérique. C'est dans ce contexte que la cellule infrastructure a organisé cette journée de réflexion en vue de booster les secteurs des télécommunications et du numérique en République démocratique du Congo. Et voilà, ce journal est terminé. Merci pour votre attention. Le prochain rendez-vous à 19h pour le journal des provinces et à 20h pour la grande édition du journal. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Je vous retrouverai demain à 7h pour une nouvelle session d'information. À très bientôt. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.